Bienvenue à toutes et à tous pour notre discussion approfondie du jour. On plonge dans un sujet franchement fascinant et un peu vertigineux aussi, la conscience. Nabokov disait, je crois, que c'est la seule chose réelle au monde et pourtant le plus grand des mystères. Oui, un mystère immense, mais que la science, avec ses nouveaux outils, commence vraiment à explorer sérieusement. Et pour nous guider aujourd'hui, on va s'appuyer pas mal sur les travaux de Stanislas Dehaene, notamment son livre Le Code de la conscience. C'est une mine d'or sur les recherches en neurosciences. L'idée, c'est ça, essayer de piger ce que la science nous dit aujourd'hui sur notre propre esprit. C'est quoi au juste la conscience? En quoi c'est différent de tout ce qui se passe en nous sans qu'on s'en rende compte, l'inconscient? Comment ça émerge du cerveau? Et, question clé, à quoi ça peut bien servir? Hmm. Pour commencer, peut-être un petit saut dans le temps. Loin en arrière, à Lascaux, il y a cette scène très connue, un peu énigmatique, au fond d'un puits. Un homme à terre, l'air endormi ou blessé, et juste à côté, un oiseau. Ah oui, je vois la scène. Et Michel Jouvet, le grand spécialiste du sommeil, il y a vu une possible représentation d'un rêveur, peut-être en sommeil paradoxal. L'oiseau, ce serait comme une métaphore de l'esprit qui s'envole pendant le rêve. C'est une jolie idée. Que cette expérience du rêve, cette sensation un peu étrange de séparation entre le corps immobile et l'esprit qui vagabonde, ça pourrait être à l'origine de cette intuition très très ancienne du dualisme. L'idée que l'esprit et le corps, c'est deux choses distinctes, quoi. Apogée philosophique avec Descartes, bien sûr. On le caricature souvent avec son «je pense donc je suis», mais Dehaene insiste bien sur le fait que c'était un penseur beaucoup plus nuancé, presque un réductionniste pour son époque, hein. Il cherchait déjà des explications mécaniques pour le corps, le sommeil. Oui, mais il a calé sur l'esprit, non? Il a lancé cette espèce de défi. Est-ce qu'une machine pourrait un jour penser, parler, être aussi flexible et rationnelle qu'un humain? Pour lui, la réponse était non, et c'est ça qui fondait son dualisme. La science d'aujourd'hui, elle essaie justement de relever ce défi, de comprendre comment l'esprit émerge de la matière, du cerveau. Exactement. Et pour ça, il faut d'abord réaliser à quel point notre cerveau fonctionne sans notre conscience. On a cette impression assez ténace de tout voir, de tout contrôler. Mais c'est une illusion complète. Voilà, l'exemple le plus connu, c'est la cécité au changement. Ah oui, le coup du gorille. L'expérience où on demande de compter des passes de basket et la moitié des gens ne voient même pas un type déguisé en gorille traverser tranquillement le terrain. C'est fou. C'est fou et ça montre à quel point notre attention est une ressource limitée. On se concentre sur une tâche et on devient aveugle au reste. Et ça a des conséquences dans la vie de tous les jours, bien sûr, pour les pilotes, les conducteurs, On rate combien de gorilles au quotidien, en fait, hein? probablement beaucoup. Et en labo, on a des techniques encore plus fines pour étudier ça, comme le masquage visuel. On présente un mot, une image, mais si brièvement, genre quelques millisecondes, qu'on n'a pas le temps d'en prendre conscience. Et pourtant, le cerveau, lui, il a vu quelque chose. Exactement. Il traite l'information. On a pu montrer, par exemple, que même un visage souriant ou effrayé, vu de façon subliminale, déclenche des réactions émotionnelles dans notre cerveau sans qu'on sache pourquoi on se sent soudain un peu mieux ou un peu plus tendu. Donc il y a plein de choses qui nous échappent, mais que notre cerveau capte et traite en douce. Tout à fait. Et ça ne concerne pas que les émotions primaires. Ce traitement inconscient peut être étonnamment profond, sophistiqué. D'ailleurs, on s'en doutait un peu depuis longtemps. Helmholtz, au XIXe siècle, parlait déjà d'inférence inconsciente. Mais les preuves expérimentales, elles sont plus récentes. Oui, il y a des anecdotes cliniques célèbres, comme celle d'Édouard Claparède avec sa patiente amnésique. Il lui avait caché une épingle dans la main en la saluant. Le lendemain, elle ne se souvenait absolument pas de lui, ni de l'incident. Mais elle a retiré sa main au moment où il allait la lui serrer à nouveau, sans pouvoir expliquer pourquoi. Une mémoire émotionnelle inconsciente. C'est fascinant. Et il y a aussi ces cas de vision aveugle, le blind sight. Des personnes devenues aveugles à cause d'une lésion dans le cortex visuel, mais qui peuvent deviner, mieux que par hasard, où se trouve un objet ou comment il est orienté. C'est ça. L'information visuelle emprunte d'autres chemins dans le cerveau, elle est traitée à un certain niveau, mais elle n'accède pas à la conscience. La personne dit « je ne vois rien », mais une partie de son cerveau sait. L'inconscient peut même mélanger les infos des différents sens, hein. J'ai eu un truc là-dessus. Ah oui, l'effet McGurk, c'est un bon exemple. Vous voyez des lèvres qui articulent «ga», mais le son que vous entendez, c'est «ba». Eh bien, très souvent, ce que vous allez percevoir consciemment, c'est un troisième son, «da», une sorte de fusion. Le cerveau essaye de rendre cohérentes les informations visuelles et auditives.
Et ça marche même si l'information visuelle des lèvres est présentée de façon subliminale. D'accord. Donc, émotion, localisation spatiale, fusion des sens. Mais la grosse question, ça a longtemps été, euh, est-ce que l'inconscient peut aller jusqu'à comprendre le sens des mots? Oui, et là la réponse aujourd'hui semble être un oui assez clair. Après des années de débats techniques, parfois houleux, sur la validité des expériences d'amorçage masqué. L'amorçage masqué, c'est quand on montre un mot très vite avant un autre mot. C'est ça. Par exemple, on montre le mot médecin de façon subliminale juste avant le mot infirmière. Et on mesure si la personne reconnaît le mot infirmière plus vite que si elle avait vu un mot non lié comme chaise. L'idée, c'est que médecin a préactivé le concept, même inconsciemment. Et ça marche? Oui, les preuves sont maintenant assez solides, notamment grâce aux travaux de l'équipe de Dehaene. Ils ont utilisé des chiffres, par exemple. Montrer un chiffre comme 1 de manière subliminale, juste avant de montrer un 9 visible, ça ralentit le temps qu'il faut pour dire que 9 est plus grand que 5. Attendez, et ça veut dire que mon cerveau a fait l'opération 1 est plus petit que 5 sans me le dire? Et ça vient interférer avec l'autre tâche? Exactement. C'est une forme d'arithmétique inconsciente, très basique, mais réelle. Et ça fonctionne aussi pour le sens des mots. Montrer instrument, inconsciemment, accélère bien la reconnaissance de piano. C'est dingue. Et on le voit même directement dans l'activité cérébrale, avec l'EEG. Il y a une onde spécifique, la N400, qui réagit normalement quand on entend une phrase avec un mot sémantiquement bizarre, genre « il boit son café avec des chaussettes ». Eh bien, cette onde N400, elle apparaît aussi si le mot « chaussette » est présenté de façon subliminale à la fin de la phrase. Le cerveau a détecté l'incongruité de sens, même sans conscience. D'accord. Je suis convaincu, l'inconscient est loin d'être juste un truc freudien un peu flou. C'est une machinerie de traitement de l'information super puissante qui traite les émotions, le sens. Est-ce qu'il peut même nous aider à prendre de bonnes décisions? On entend parfois parler d'intuition, de laisser mijoter un problème. C'est une question intéressante. Il y a des expériences qui suggèrent que oui, dans certains cas. L'expérience d'Antonio Damasio avec le jeu de cartes d'Iowa est célèbre pour ça. Ah oui, les paquets de cartes risqués et sûrs. Voilà. Les joueurs commençaient à avoir des réactions physiologiques de stress, mesurées par la transpiration des mains, quand ils s'apprêtaient à piocher dans les paquets désavantageux, et ce, bien avant de pouvoir dire consciemment pourquoi ces paquets étaient mauvais. Le corps, ou l'inconscient, avait compris le risque avant la conscience. Et pour des choix plus complexes, genre choisir une voiture, Là, c'est plus débattu, mais certaines études, comme celle de Dexter House, suggèrent que pour des décisions avec énormément de paramètres, une période de pensée inconsciente, où on se distrait, pourrait mener à de meilleurs choix que de trop réfléchir consciemment ou de décider trop vite. L'idée, c'est que l'inconscient serait meilleur pour pondérer plein de facteurs simultanément. Bon alors, si l'inconscient est si malin, calcule tout, anticipe, pourquoi on s'embête avec la conscience? À quoi elle sert finalement? On dirait presque qu'on pourrait s'en passer. Ah, mais non, c'est là qu'on touche au cœur du sujet. L'inconscient est extrêmement puissant, oui, massivement parallèle, capable de traiter des quantités d'informations phénoménales en même temps. Mais il a des limites fondamentales. Il est souvent rigide, assez bête dans un sens. Il est incapable d'élaborer et de suivre une stratégie délibérée, étape par étape. Il ne peut pas non plus maintenir une information active et stable dans le temps pour pouvoir la manipuler, la partager, l'utiliser de façon flexible. C'est là que la conscience entre en jeu? Précisément. C'est le cœur de l'hypothèse de l'espace de travail neuronal global, défendue par Bernard Bars et affinée par Dehaene et son équipe. L'idée, c'est de voir le cerveau comme une multitude de processeurs spécialisés qui travaillent en parallèle, de façon largement inconsciente. La conscience, elle, serait comme un espace central, une sorte de tableau d'affichage ou de scène de théâtre à capacité très limitée. Très limité. C'est-à-dire, On ne peut traiter consciemment qu'une seule chose importante à la fois, ou un très petit nombre. Pensez à votre attention. Difficile de suivre 2 conversations en même temps. C'est un goulot d'étranglement. d'accord, un goulot d'étranglement. Mais alors, quel est l'avantage de ce système? L'avantage énorme, c'est la diffusion globale. L'information qui réussit à entrer dans cet espace de travail global, qui est sélectionné pour la conscience, elle devient disponible pour tous les autres processeurs spécialisés du cerveau. Le système du langage peut la récupérer pour la nommer, la mémoire à long terme peut l'enregistrer, les systèmes de planification peuvent l'utiliser pour décider de l'action suivante, les systèmes d'évaluation peuvent lui attribuer une valeur. C'est cette disponibilité globale qui donne sa puissance et sa flexibilité à la pensée consciente. Je vois.
C'est comme si l'info passait de local à global et pouvait être utilisée par n'importe quel service du cerveau. Exactement. Et ça permet plusieurs fonctions cruciales qu'on associe à la conscience. Premièrement, maintenir une pensée durablement, garder un numéro de téléphone en tête le temps de le noter, suivre le fil d'un raisonnement complexe, même si les stimuli extérieurs changent. C'est la fameuse mémoire de travail, très liée au cortex préfrontal. Ça nous permet de nous détacher de l'ici et maintenant, de planifier. D'accord. Deuxièmement, Deuxièmement, le traitement sériel, stratégique. Exécuter une séquence d'opérations mentales dans un ordre précis. Faire 17 fois 24 de tête, par exemple. Ou suivre les étapes d'une recette de cuisine. L'inconscient, avec son fonctionnement parallèle, est très mauvais pour ça. La conscience, elle, fonctionne un peu comme l'unité centrale d'un ordinateur. Plus lente peut-être, mais capable d'enchaîner n'importe quelle suite logique d'opérations. Une sorte de machine de Turing, disait Dehaene. C'est intéressant ce contraste entre le parallèle inconscient et le sériel conscient. Oui. Et troisièmement, la conscience permet de sélectionner et de stabiliser une interprétation du monde à un moment donné. Face à une information ambiguë, comme ces images où on peut voir soit un lapin, soit un canard, l'inconscient calcule peut-être les deux possibilités en parallèle, mais la conscience, elle, en choisit une et s'y tient pendant un moment, nous donnant une perception cohérente et stable. Elle échantillonne la réalité en quelque sorte. Et il y avait aussi une dimension sociale, non? Tout à fait. Et c'est un point important. La conscience nous permet non seulement d'avoir une expérience subjective, mais aussi d'évaluer notre propre état mental, savoir si on est sûr ou pas de ce qu'on a vu ou compris. C'est la métacognition. Et, point crucial, ça nous permet de communiquer ces états mentaux aux autres, partager non seulement l'information, j'ai vu ça, mais aussi notre degré de confiance, j'en suis sûr ou je crois avoir vu. Et ça aide à prendre de meilleures décisions en groupe? Oui, une expérience de Bar-Hami l'a bien montré. Deux personnes qui doivent détecter un signal faible prennent de meilleures décisions ensemble si elles peuvent se communiquer leur degré de confiance respectif. La conscience serait donc aussi intimement liée à notre capacité à coopérer et à construire une connaissance collective. D'accord. Donc la conscience, c'est pas juste la lumière allumée. Elle a des fonctions bien précises. Maintenir l'info, la traiter en série, la partager. Mais alors, comment le cerveau fait ça concrètement? Est-ce qu'on peut voir la conscience dans le cerveau? Chercher les signatures de la conscience. C'est exactement le but des recherches sur les corrélats neuronaux de la conscience. L'approche la plus utilisée, c'est la méthode contrastive. On prend un stimulus, par exemple un mot, et on fait en sorte qu'il soit parfois perçu consciemment par la personne et parfois non. Comment on fait ça? Avec le masquage. Oui, le masquage visuel, ou en jouant sur l'attention, la personne est distraite, ou encore avec des phénomènes comme la rivalité binoculaire, où deux images différentes sont présentées à chaque œil et la perception alterne. L'idée, c'est d'avoir le même stimulus physique, mais deux états subjectifs différents, vu versus pas vu. Et on regarde ce qui change dans l'activité cérébrale entre les deux conditions. et alors on voit quoi? Il y a une zone qui s'allume spécifiquement quand on voit. Ce n'est pas tant une zone unique qui s'allumerait, mais plutôt un phénomène dynamique, un embrasement soudain et à grande échelle. Quand l'information franchit le seuil de la conscience, on observe une amplification très nette de l'activité neuronale qui n'est plus confinée aux aires sensorielles primaires, mais qui se propage et se synchronise à travers un vaste réseau de régions, notamment dans le cortex préfrontal et pariétal. Un embrasement, une ignition, comme ils disent. Oui, c'est le terme ignition consciente. C'est comme si l'information, après un premier traitement local et inconscient, était soudainement boostée et diffusée à travers cet espace de travail global. C'est mesurable en IRMF, qui montre où ça se passe, mais surtout en EEG ou MEG, qui montre quand ça se passe. Et il y a un moment précis où ça bascule. Oui, l'EEG a révélé une signature temporelle assez caractéristique. Une onde électrique positive, ample, qu'on appelle la P3B ou P300. Elle survient environ 300 à 500 millisecondes après la présentation du stimulus, mais seulement si ce stimulus est perçu consciemment. Si le stimulus reste inconscient, cette onde est soit absente, soit très fortement réduite. Elle semble vraiment marquer l'accès de l'information à la conscience globale. 300 millisecondes, c'est long quand même. Relativement tardif par rapport aux premières réponses sensorielles, qui sont bien plus rapides. Ça suggère que la conscience n'est pas instantanée, qu'elle demande un certain temps de traitement et d'intégration. Et ce passage de l'inconscient au conscient, c'est graduel ou c'est plutôt du tout ou rien? Les données suggèrent que c'est un phénomène assez non linéaire, avec un seuil.
Subjectivement, on a souvent l'impression qu'une image difficile à voir apparaît d'un coup. Et au niveau cérébral, l'amplitude de la P3B et l'ignition globale montrent aussi ce comportement de seuil. En dessous d'un certain niveau d'activité initiale, l'info reste locale et inconsciente. Au-dessus, hop, ça bascule et ça s'embrase. Un peu comme l'eau qui se met à bouillir à 100 degrés, une transition de phase. Et qu'est-ce qui permet cet embrasement? Ça semble dépendre crucialement de l'activation de connexions à longue distance dans le cerveau, notamment des boucles récurrentes entre les aires de haut niveau, préfrontal, pariétal, et les aires sensorielles. Ces boucles permettraient de maintenir et d'amplifier l'activité, de la stabiliser et de la rendre disponible globalement. Quand ces connexions sont altérées ou moins efficaces, comme dans le sommeil profond, l'anesthésie ou certains états pathologiques, la conscience s'évanouit ou diminue. Justement, parlons de ces états limites. La clinique des lésions cérébrales, ça doit nous apprendre beaucoup sur la conscience, j'imagine. Énormément. Après un traumatisme crânien grave, une personne peut se retrouver dans différents états. Il y a le coma, bien sûr, pas d'éveil, pas de conscience. Puis parfois, la personne sort du coma mais entre en état végétatif. Elle ouvre les yeux, a des cycles veille-sommeil, respire seule, mais ne montre aucun signe comportemental de conscience, aucune réponse volontaire à l'environnement. C'est terrible ça. On dit aussi état d'éveil non répondant maintenant, je crois. Oui, c'est le terme plus récent. Et puis, il y a l'état de conscience minimal, où là, des signes de conscience, même minimes et fluctuants, peuvent être observés. Suivre un objet des yeux, répondre à un ordre simple de temps en temps. Et à l'autre bout du spectre, mais tout aussi dramatique, il y a le syndrome d'enfermement, le locked-in syndrome. Là, la conscience est intacte, mais la personne est presque totalement paralysée. L'auteur du Scaphandre et le papillon, Jean-Dominique Bauby. Exactement. Un esprit vif prisonnier d'un corps immobile, ne pouvant communiquer que par le clignement d'une paupière. Ces états posent d'énormes défis diagnostiques, en particulier distinguer un état végétatif d'un état de conscience minimale, juste sur la base de l'examen clinique, c'est très difficile. On estime qu'il y a jusqu'à 40% d'erreurs de diagnostic. 40%? C'est énorme. Des personnes considérées comme inconscientes qui ont peut-être une forme de conscience résiduelle. C'est la crainte, oui. Et c'est là que les neurosciences cognitives ont apporté une vraie révolution, notamment avec les travaux d'Adrian Owen. Il a eu l'idée d'utiliser l'IRM fonctionnel, qui mesure l'activité cérébrale, pour essayer de communiquer avec des patients diagnostiqués en état végétatif. Comment il a fait? Il leur donnait des instructions simples à imaginer mentalement. Par exemple, imaginez que vous jouez au tennis ou imaginez que vous vous promenez dans votre maison. Ces deux tâches mentales activent des réseaux cérébraux très différents et bien connus chez les sujets sains. Et la surprise a été de voir que certains patients, cliniquement non répondants, montraient exactement les mêmes activations cérébrales spécifiques. Incroyable. Ça veut dire qu'ils entendaient, comprenaient la consigne et faisaient l'effort mental de répondre. Tout porte à le croire. C'était la preuve d'une conscience préservée, cachée derrière l'absence de réponse motrice. Owen a même pu leur poser des questions simples, oui ou non, en leur demandant d'associer le tennis au oui et la promenade au non. C'est à la fois formidable et vertigineux. Oui. Mais l'IRMF, c'est lourd, cher, pas disponible partout. Donc la recherche s'est beaucoup orientée vers l'EEG. Plus simple, portable. On essaye de développer des marqueurs EEG de conscience fiables, utilisables au lit du patient. Par exemple, tester si le cerveau du patient est capable de détecter une rupture de régularité dans une séquence de sons, ce qui génère normalement l'onde P3B dont on parlait. Si la P3B est présente, c'est un signe fort de traitement conscient. D'accord. Et si on sort de la clinique, qu'en est-il de la conscience aux âges extrêmes de la vie? Chez le bébé, par exemple. Quand est-ce que ça apparaît? C'est une question évidemment très sensible, avec des enjeux éthiques importants. Certains philosophes, comme Peter Singer ou Michael Tooley, ont lié le statut moral à la présence de conscience de soi, d'intérêt futur, soulevant des débats complexes sur les nouveau-nés ou les personnes en état végétatif. Nous, on se contente de rapporter les faits scientifiques. Et que disent-ils, ces faits scientifiques? Ils montrent que des signatures de la conscience, comme cette fameuse onde P3B en réponse à une nouveauté globale, sont détectables très tôt, dès l'âge de 2 ou 3 mois. Donc il semble bien y avoir une forme de perception consciente chez les nourrissons. Mais elle n'est pas identique à celle de l'adulte. Non, pas tout à fait. La différence majeure, c'est la vitesse. Cet embrasement global, cette onde P3B, qui prend environ 300 millisecondes chez l'adulte,
met plus d'une seconde, voire 1 seconde et demie, à se développer chez le bébé de quelques mois. Tout se passe comme si leur espace de travail neuronal fonctionnait au ralenti. Il est là, mais il est encore en cours de maturation, de myélinisation des connexions. C'est fascinant de voir cette mise en place progressive. Et chez les animaux non humains, peut-on parler de conscience animale? Vaste débat. Mais les preuves s'accumulent, en tout cas pour certains animaux, notamment les mammifères supérieurs, et certains oiseaux, comme les corvidés. D'un point de vue anatomique, leur cerveau possède des structures homologues aux nôtres, comme un cortex ou équivalent, un thalamus, qui sont clés pour la conscience. Et au niveau comportemental? On peut entraîner des singes, par exemple, à faire des tâches de perception similaires aux nôtres, où ils doivent indiquer par un geste s'ils ont vu ou pas vu un stimulus présenté près du seuil de perception. Leurs performances et leurs erreurs ressemblent beaucoup aux nôtres. Ils montrent aussi des signes de mémoire de travail, avec des neurones dans leur cortex préfrontal qui restent actifs pour maintenir une information. Certains chercheurs pensent même avoir identifié chez eux un réseau par défaut, actif au repos, qui pourrait être lié à une forme d'introspection. Et la métacognition? Savent-ils qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas? C'est la question la plus difficile. Il y a des expériences ingénieuses où on donne aux animaux, singes, dauphins, rats même, la possibilité de passer leur tour dans une tâche difficile plutôt que de risquer une mauvaise réponse. Le fait qu'ils utilisent cette option préférentiellement quand la tâche est effectivement difficile suggère qu'ils ont une certaine évaluation de leur propre incertitude. Mais l'interprétation reste débattue. Est-ce vraiment une conscience de leur état mental ou une stratégie apprise plus simple? C'est encore ouvert. Le livre aborde aussi un trouble mental complexe, la schizophrénie, sous l'angle d'un problème de conscience ou de l'espace de travail. C'est une piste intéressante. Oui, Dehaene et d'autres proposent que certains symptômes clés de la schizophrénie, comme les hallucinations auditives, entendre des voix, les délires de contrôle, l'impression que ses pensées ou actions sont contrôlées de l'extérieur, les difficultés de théorie de l'esprit, comprendre les intentions des autres, pourraient refléter un dysfonctionnement de cet espace de travail global. Comment ça? Il y aurait des anomalies dans les connexions à longue distance qui sont essentielles pour la diffusion globale de l'information. L'activité cérébrale serait moins bien synchronisée, plus chaotique. Une hypothèse influente est celle d'un défaut dans les mécanismes de prédiction du cerveau. Normalement, notre cerveau prédit constamment les conséquences sensorielles de nos actions ou de nos pensées. Chez les patients schizophrènes, ce système serait défaillant. Du coup, le cerveau se l'est constamment surpris par ses propres productions mentales ou par le monde extérieur, ce qui mènerait à des interprétations délirantes pour essayer de donner du sens à ces surprises. Comme si le cerveau n'arrivait plus à distinguer ce qui vient de soi de ce qui vient de l'extérieur? C'est un peu l'idée, oui. Et ça pourrait être lié à des dysfonctionnements de certains neurotransmetteurs, comme le glutamate, via les récepteurs NMDA, qui sont importants pour la plasticité et la synchronisation neuronale, et dont on sait qu'ils sont perturbés dans la schizophrénie. Fascinant et complexe. Ce qui nous amène à la dernière frontière, les machines. Est-ce qu'on pourra un jour construire une machine consciente? Ah, la question ultime. Si on adopte une vision fonctionnaliste de la conscience, comme celle de Dehaene, c'est-à-dire que la conscience est le produit d'une certaine organisation et d'un certain type de traitement de l'information, alors, en principe, rien ne s'oppose à ce qu'on puisse la reproduire sur un substrat non biologique, comme un ordinateur. Mais il faudrait reproduire quoi exactement? Quels seraient les ingrédients essentiels? Sur le modèle de l'espace de travail, il faudrait plusieurs choses. D'abord, une architecture avec de nombreux modules spécialisés traitant l'information en parallèle. Ensuite, cet espace de travail global, capable de sélectionner une information et de la diffuser largement à tous les autres modules pour permettre une communication flexible et intégrée. Il faudrait aussi des capacités d'apprentissage très puissantes, de l'autonomie, la capacité de se fixer ses propres buts, et, c'est peut-être le plus difficile, des systèmes d'auto-évaluation, de métacognition, que la machine puisse surveiller ses propres états internes, évaluer sa confiance, détecter ses erreurs. Le chemin est encore long, j'imagine. Très long. La complexité du cerveau est phénoménale. Mais l'idée n'est plus de la science-fiction pure. Des projets comme le Human Brain Project tentent de simuler des parties du cerveau. Et l'intelligence artificielle progresse à pas de géant, même si les architectures actuelles sont encore loin de posséder cet espace de travail global flexible et cette capacité d'introspection. Bien, on arrive au bout de cette plongée vraiment intense dans le code de la conscience. Si on devait résumer, la science a fait des pas de géant pour comprendre les mécanismes neuronaux derrière notre expérience consciente. On a identifié des signatures objectives,
comme cet embrasement global dans le réseau fronto-pariétal et l'onde P3B. Oui, et on comprend mieux l'articulation entre cet immense inconscient cognitif, qui fait l'essentiel du travail en coulisses, et le rôle spécifique de la conscience, permis par cet espace de travail global, pour la pensée durable, la flexibilité, le raisonnement stratégique et aussi le partage social de l'information. Ces découvertes sont passionnantes. Elles ouvrent des perspectives pour mieux diagnostiquer les troubles de la conscience, après un coma pour comprendre le développement de l'enfant, peut-être même la cognition animale. Tout à fait. C'est un domaine en pleine effervescence. Mais il reste quand même des questions fondamentales, non? Pour conclure, une pensée qui me vient. Malgré tous ces progrès sur les mécanismes, les corrélats neuronaux, est-ce qu'on arrive vraiment à capturer l'essence même de l'expérience subjective? Ce fameux effet que ça fait d'être moi, de voir du rouge, de ressentir une émotion. Est-ce qu'une machine qui simulerait parfaitement toutes les fonctions de l'espace de travail global aurait réellement cette expérience intérieure, ou ne serait-ce qu'une imitation parfaite, un zombie philosophique comme disent certains? La question de Proust, sur l'esprit comme une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, elle reste un peu là, non? C'est le problème difficile de la conscience, comme l'a appelé David Chalmers. Comment la matière grise peut-elle donner naissance à l'expérience vécue en première personne? La science décrit les processus, les fonctions, mais le saut vers le ressenti subjectif reste mystérieux. Et une autre question, tout aussi vertigineuse, qui nous ramène à Descartes et même plus loin, qu'en est-il de notre sentiment de libre arbitre? Ah oui. Si nos choix, nos pensées conscientes découlent de ces processus neuronaux, de cet embrasement dans l'espace de travail, processus qui sont eux-mêmes vraisemblablement soumis aux lois de la physique, peut-être entièrement déterministes, alors où se niche notre liberté? Sommes-nous vraiment les auteurs souverains de nos décisions? Ou bien sommes-nous des automates biologiques incroyablement sophistiqués et notre sentiment d'être libre n'est qu'une autre construction de notre cerveau, une illusion utile? Uf! De quoi réfléchir longtemps après la fin de notre discussion. Clairement, plus la science avance sur la conscience, plus elle soulève des questions philosophiques, éthiques, existentielles profondes. C'est une invitation permanente à continuer d'explorer ce qui fait de nous, eh bien, nous.